Les pétales enduits de cire du bouquet de la mariée ont éraflé ma joue droite avec assez de force pour fendre ma lèvre inférieure. Un goût chaud et métallique a inondé ma bouche, tandis que l'odeur suffocante de rose blanche écrasée et de gypsophile emplissait l'air entre nous. Même une voleuse comme toi devrait savoir quand elle n'est pas la bienvenue, a ricané ma sœur. Sa voix a retenti, vive et claire, dans la salle de bal silencieuse. Des centaines d'invités se sont figés sur place, les téléphones portables levés en l'air tout autour de la piste de danse, leurs objectifs pointés droit sur ma lèvre en sang. J'avais 38 ans. J'étais la présidente de Reed Family Catering, une entreprise régionale que notre père avait bâtie de toutes pièces. Je négociais d'énormes contrats avec les fournisseurs, et je gérais 60 employés, mais à cet instant, sous les lustres en cristal du manoir Bellwether, je n'étais rien de plus que la méchante dans le récit de mariage parfaitement orchestré de Sloan. Ma mère, Judith, est sortie du groupe de demoiselles d'honneur stupéfaites. Elle ne m'a pas offert de mouchoir. Elle a attrapé mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Allison, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté férocement, ses yeux balayant la pièce. « N'aggrave pas les choses. Pars, c'est tout. » Sloan a retiré son bras, se préparant à me frapper une seconde fois. Ce mouvement soudain et violent a délogé une épingle à perles décorative à la base de son arrangement floral. Plusieurs tours d'un épais ruban de satin blanc se sont déroulés de la poignée. Un petit objet plat en laiton s'est libéré, et a heurté le sol en pierre avec un cliquetis aigu et sonore. Instinctivement, je me suis penchée vers le bruit. « Ne touche pas à ça !» a hurlé la mariée, sa voix brisée par une panique authentique et non filtrée. Tous les invités ont détourné leur attention de mon visage en sang pour la fixer sur son visage pâle. Graham Lowe, le directeur expérimenté du lieu, s'est interposé entre nous. Il s'est baissé avec un mouchoir blanc et propre, et a ramassé la pièce de métal. C'était une clé de service standard. La lettre C et le numéro 17 étaient gravés directement dans le laiton. Il n'y avait pas d'étiquette métallique encombrante attachée, juste l'instrument froid et dur qui avait été parfaitement dissimulé à plat dans le ruban des fleurs de ma sœur. 2 agents de sécurité en uniforme se sont approchés de notre cercle. L'un d'eux m'a poliment demandé si j'accepterais une fouille de mon sac de soirée. Je ne suis pas tombée par terre. Je n'ai pas pleuré. J'ai essuyé le sang de mon menton avec une serviette de cocktail en lin plié, et j'ai posé ma pochette en velours sur la table haute la plus proche. Vous pouvez le fouiller, ai-je dit au garde, en gardant ma voix parfaitement égale, mais seulement après avoir initié un rapport d'incident formel, sécurisé les enregistrements de sécurité du couloir, et documenté précisément qui a porté cette accusation publique contre moi. Sloan a laissé échapper un rire haletant et théâtral. Elle s'est tournée vers son marié, Connor, qui semblait complètement perdu dans son smoking sur mesure. « Regarde-la, Connor, elle se prend pour une avocate. Elle essaie juste de gagner du temps parce qu'elle sait qu'elle est prise. » Graham ne s'est pas joint à son rire. Il a sorti une tablette numérique de la poche de sa veste et a rapidement parcouru les registres du lieu. Il a regardé la clé en laiton, puis son écran lumineux, et enfin la mariée. « Mademoiselle Reed », a-t-il dit, utilisant son nom de jeune fille par habitude, « nos registres montrent que vous avez emprunté la clé de la chambre C17 à 13h cet après-midi. » La couleur a instantanément quitté le visage de Sloan. Elle s'est reprise en moins d'1 seconde. Quelqu'un a dû la voler dans la suite nuptiale. S'est-elle écriée, en pressant une main contre sa poitrine. Allison y était plus tôt. Elle a dû la prendre. Une demoiselle d'honneur dans une robe rose pâle s'est agitée nerveusement. Sloan, a dit la jeune femme à voix basse, quand nous prenions des photos, je t'ai dit que l'épingle à perles sur ton bouquet était de travers. J'ai essayé de la remettre, mais tu t'es reculé. Tu as refusé que quiconque tienne tes fleurs, même pendant que tu ajustais ta lourde robe. Sloan a foudroyé son ami du regard, faisant taire la jeune fille instantanément. Graham a fait un geste en direction du couloir. Il a demandé à la sécurité, à la mariée, au marié, à ma mère et à moi de le suivre. Nous avons laissé la foule chuchotante derrière nous et avons marché en silence absolu, loin de la réception opulente et dans l'ancienne aile de service. La chambre C17 était nichée dans un couloir rempli de courants d'air, près du quai de chargement. Pendant que nous marchions,
la réalité du piège s'est installée en moi. Sloan avait parfaitement planifié cela. 2 jours plus tôt, le jeudi après-midi, j'avais gelé sa capacité à créer de nouveaux comptes fournisseurs et l'avais informé qu'un expert comptable judiciaire viendrait à notre bureau le lundi matin. Elle avait besoin que je passe pour une voleuse avant que cet audit ne commence. Elle avait besoin que notre mère et le conseil d'administration doutent de mon intégrité. Graham a inséré la petite clé en laiton dans la serrure. Le mécanisme a cliqué bruyamment. Il a poussé la lourde porte en bois vers l'intérieur, révélant un petit espace de stockage sans fenêtre. Des piles de boîtes cadeaux argentées, des paquets emballés dans de la soie, et une grande boîte à cartes en acrylique pleine d'enveloppes d'argent étaient soigneusement disposées sur une table pliante. Personne n'a applaudi mon innocence. Le silence dans cette minuscule pièce était infiniment plus lourd que les cris dans la salle de bal ne l'avaient été. Ma mère, la présidente de 64 ans de notre conseil d'administration, a regardé les cadeaux volés, la bouche légèrement ouverte. Elle venait de voir sa plus jeune fille fabriquer une accusation criminelle devant 300 personnes. Connor a fixé la boîte à cartes en acrylique. Il s'est tourné vers sa nouvelle femme, sa voix complètement vide. Sloan, pourquoi nos cadeaux de mariage sont-ils enfermés dans un placard de service? Sloan n'a pas raté une miette. Tara, a-t-elle haleté, couvrant sa bouche de ses mains tremblantes. Tara est obsédée par la perfection. Mon assistante a dû les déplacer pour les mettre en sécurité. Je n'en avais absolument aucune idée. Graham a reculé et a refermé la porte, la verrouillant fermement. Il a ordonné à l'agent de sécurité de se tenir juste devant la poignée. Personne ne touche à rien, a déclaré le directeur du lieu. Nous allons préserver la pièce et les enregistrements vidéo, conformément au protocole standard du lieu. J'ai regardé ma mère, puis Sloan. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de cadeaux de mariage, mais j'ai gardé mon attention sur la procédure immédiate. Je veux une copie du numéro d'incident, ai-je dit à Graham. Je n'ai pas exigé que ma sœur soit arrêtée dans sa robe blanche. Je voulais juste que la trace écrite soit sécurisée. Sloan a réalisé que le petit public dans le couloir n'était plus sous son charme. Elle a retroussé sa lourde jupe en tulle, a couru dans le couloir en direction de la réception principale, et a commencé à sangloter bruyamment auprès du premier groupe d'invités qu'elle a atteint, se lamentant que j'avais ruiné son jour spécial. Graham l'a regardé courir, puis son oreillette radio a grésillé. Il a pressé un doigt contre son oreille, écoutant attentivement une voix provenant du bureau de la sécurité. Une étrange expression a traversé son visage. Il a baissé la main et s'est tourné vers moi, gardant sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La caméra du couloir montre qui a déplacé les cadeaux. Ce n'était pas vous. La musique dans la grande salle de bal avait cessé de jouer au moment où nous sommes revenus du couloir de service. Des centaines d'invités se tenaient en groupe gênés autour de tables encore lourdes de gâteaux de mariage intacts et de flûtes de champagne à moitié vides. Personne ne mangeait. Le silence semblait épais et suffocant sous le plafond voûté. Connor s'est dirigé directement vers la scène et a demandé tranquillement au chef d'orchestre d'annuler le lancer du bouquet. Judith a attrapé mon coude avant que je puisse atteindre la sortie. Ses doigts manucurés se sont serrés fermement dans mon articulation alors qu'elle me tirait dans une alcôve tranquille près du vestiaire. « Tu dois faire une annonce », a murmuré ma mère, gardant sa voix tendue et contrôlée. « Dis à tout le monde que c'était un énorme malentendu. Dis-leur que tu as mal interprété une situation et que tu as paniqué. Nous pouvons encore sauver la réputation de ta sœur si tu endosses la responsabilité maintenant. » J'ai fixé la femme qui m'avait élevée. Elle croyait vraiment qu'un mensonge temporaire pourrait réparer la fissure permanente qui se propageait dans notre famille. Non, ai-je dit doucement, en dégageant mon bras de sa prise. Je ne vais pas mentir pour protéger un crime. Je ne suis pas allée au micro pour me défendre. J'ai simplement fait demi-tour et suis retournée vers le bureau de la direction du lieu, où Graham avait demandé à la famille immédiate de se rassembler. À l'intérieur de la petite pièce, l'éclairage fluorescent cru rendait Sloan pâle et frénétique. Graham a tourné son écran d'ordinateur vers nous. Il avait chargé les images de sécurité du couloir de service, avec un horodatage blanc et lumineux dans le coin. La vidéo s'est déroulée en silence.
Elle montrait la fenêtre exacte de 12 minutes pendant laquelle le cocktail dans la galerie ouest s'est déplacé vers le dîner principal. Pendant que les invités étaient occupés à trouver leur siège et que le personnel changeait le plan de salle, Tara Wynn est entrée dans le champ. L'assistante de Marc de Sloan a poussé un chariot d'hôtel argenté, chargé de la boîte à cartes en acrylique et de dizaines de cadeaux emballés. Tara a déverrouillé la porte de la chambre C17, a soigneusement empilé les objets à l'intérieur, puis a refermé la porte à clé. Elle a glissé la clé en laiton dans sa poche et est sortie tranquillement du champ de vision. Sloan a enfoui son visage dans l'épaule de Connor et a poussé un grand sanglot théâtral. « Je le savais !» s'est écriée la mariée. Tara a toujours été complètement obsédée par mon mariage. Elle avait probablement prévu de revenir et de tout voler ce soir. Un agent de sécurité a murmuré que la voiture de Tara avait déjà quitté le parking des fournisseurs. J'ai regardé de plus près l'image vidéo en pause sur l'écran. Quelque chose dans le langage corporel de l'assistante me dérangeait. Elle ne s'est pas caché le visage, ai-je fait remarquer à la salle. Elle a utilisé un chariot du lieu en plein milieu d'une transition majeure de salle, exactement au moment où le personnel dégage normalement la galerie. Tara s'est déplacée comme une personne exécutant une tâche officielle. Sloan a brusquement relevé la tête de la veste de smoking de son mari. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. « M'accuses-tu de mentir, Allison ? Le jour de mon mariage ? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé une question logique. Qui a l'autorité pour ordonner à une assistante de déplacer la table des cadeaux pendant une réception ? Connor s'est lentement éloigné de Sloan. Le marié a regardé l'écran, puis sa nouvelle femme. Il n'a pas dit un mot, mais la distance physique soudaine entre eux en disait long. Le timing de ce piège public élaboré avait un sens parfait pour moi. 6 semaines plus tôt, début mai, j'avais remarqué que 3 fournisseurs d'événements distincts partageaient exactement la même adresse de boîte postale commerciale. 2 jours plus tôt, le jeudi après-midi, j'avais restreint la capacité de Sloan à créer de nouveaux comptes fournisseurs dans notre système d'entreprise. Je lui avais dit que Naomi Patel, une experte comptable judiciaire indépendante, commencerait un audit complet de l'entreprise le lundi matin. Ma sœur avait simplement ri de moi, sirotant son eau pétillante comme si nous discutions de la météo. Elle m'avait dit que je ne pouvais jamais la laisser avoir un seul week-end sans essayer de tout contrôler, mais la panique derrière ses yeux avait été réelle. Elle devait détruire ma crédibilité devant notre mère et le conseil d'administration avant que Naomi n'ouvre ses livres financiers. J'ai refusé de jouer à son jeu. Je n'ai pas crié sur elle dans le bureau du lieu. Je n'ai pas sorti mon téléphone pour publier une défense furieuse dans notre groupe de discussion familiale. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai rédigé un message concis à Elise Grant, notre conseillère juridique externe. J'ai demandé une conservation légale immédiate de toutes les communications de l'entreprise, des registres de paiement des fournisseurs et des appareils de travail de Sloan. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai reporté mon attention sur le directeur du lieu. Graham, ai-je dit, en gardant mon ton parfaitement professionnel, veuillez préserver ces images de caméra et les registres de clés conformément à votre protocole de responsabilité standard. 10 minutes plus tard, je suis sorti seul du manoir Bellwether. L'humidité épaisse de la Virginie m'a frappé le visage dès que les lourdes portes en verre se sont refermées derrière moi. Avant d'atteindre ma voiture, mon téléphone portable a vibré dans ma main. Un SMS d'un numéro inconnu s'est affiché à l'écran. C'était Tara. Sloan m'a dit de déplacer les cadeaux, disait le premier message. Elle a dit que c'était un exercice de sécurité du lieu. Je suis au restaurant sur l'autoroute. S'il te plaît, rejoins-moi. J'ai déverrouillé la portière de ma voiture, traitant l'information. Tara était une employée terrifiée qui avait suivi un ordre vague, mais son silence dans la salle de bal avait permis à ma sœur de m'humilier. Puis un second message est apparu, et la véritable profondeur de la conspiration s'est enfin révélée. J'ai encore ces messages originaux, a écrit Tara. Et l'un d'eux mentionne ta camionnette de traiteur. Je n'ai pas rencontré Tara au restaurant de bord de route. Nous nous sommes assises dans la salle de conférence aux parois de verre du cabinet d'avocats d'Elise Grant, en centre-ville, tôt le lundi matin.
La climatisation bourdonnait d'une note basse et constante contre le lourd silence. La jeune assistante a poussé son smartphone sur la table en acajou poli. Elle a expliqué comment Sloan avait présenté la demande à la réception. La mariée prétendait que le lieu exigeait que toutes les boîtes cadeaux soient débarrassées avant le début du service du dîner. Tara avait déplacé la lourde boîte en acrylique juste au moment où la foule changeait de salle, supposant qu'elle exécutait un protocole de sécurité standard. Élise a connecté l'appareil à un ordinateur portable sécurisé pour extraire les données numériques et leurs métadonnées sous-jacentes. Tara fixait ses propres mains qui se tordaient. Elle a murmuré qu'elle était restée silencieuse pendant la confrontation dans la salle de bal parce que ma mère et ma sœur possédaient assez d'influence dans l'industrie pour détruire sa carrière. Je n'ai offert aucun mot de réconfort en retour. Sa peur avait du sens, mais son silence m'avait presque coûté mon gagne-pain. La chaîne de messages extraite racontait une histoire complète et accablante. Élise a affiché la transcription formatée sur le grand écran mural. Les instructions de Sloan étaient précises et calculées, déplace les cadeaux dans la chambre C17. Ne le dis pas à Connor. Attends le signal. Le dernier message a glacé la pièce. Sloan avait ordonné à son assistante de prendre une poignée d'enveloppes d'argent et de les placer directement dans ma camionnette de traiteur, juste après que la sécurité du lieu ait fini de fouiller mon sac à main. Tara n'a jamais exécuté cette dernière étape car la clé en laiton est tombée du bouquet trop tôt. Le piège s'était refermé avant que l'appât ne soit entièrement placé. J'ai fouillé dans ma mallette en cuir et j'ai sorti un dossier en manille délavé. Je l'ai fait glisser sur la table lisse vers Élise. À l'intérieur reposait une seule feuille de papier datant d'août de l'année précédente. C'était la preuve physique de mon plus grand échec en tant que présidente d'entreprise. 10 mois plus tôt, j'avais surpris ma sœur en train d'utiliser notre carte de crédit d'entreprise pour payer un photographe commercial pour son studio d'événements privés en faillite. Le montant était de $8 000. Je l'avais confrontée immédiatement, la forçant à signer une reconnaissance de dette reconnaissant le vol. Ma mère avait pleuré dans mon bureau cet après-midi-là. Judith avait insisté sur le fait qu'un rapport officiel au conseil d'administration ruinerait définitivement l'avenir de Sloan et déshonorerait la mémoire de mon défunt père. J'avais donc enterré le document dans mes dossiers personnels. J'avais réglé le problème discrètement et appris à ma sœur une terrible leçon sur la responsabilité. Maintenant, assise dans le cabinet d'avocat, je regardais Élise lire le papier. L'avocate chevronnée a levé les yeux, ajustant ses lunettes à monture métallique. Le document prouvait que Sloan savait que les fonds de l'entreprise n'étaient pas son argent de poche, et il démontrait une intention claire. Mais il prouvait aussi que j'avais délibérément contourné la surveillance du conseil d'administration. J'ai hoché lentement la tête, acceptant la réalité que les administrateurs indépendants pourraient me sanctionner. La vérité exigeait toutes les pièces, même celles qui compromettaient ma propre position. La vibration soudaine de mon téléphone a brisé le silence de la salle de conférence. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. J'ai répondu sur haut-parleur pour qu'Élise puisse documenter la conversation. Judith ne s'est pas donné la peine de me saluer. Elle a immédiatement déclaré que Tara était une menteuse qui essayait de sauver sa peau. Ma mère a menacé de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour suspendre mon autorité présidentielle si je continuais cette enquête. Sa voix est tombée dans cette cadence suppliante familière qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que je porte le poids de la famille. « Tu es plus forte que ta sœur, Allison », a-t-elle dit, jouant parfaitement son rôle. « Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber ?» J'ai regardé les SMS imprimés détaillant le plan pour placer de l'argent volé dans mon véhicule. Parce que la force n'est pas une permission de se servir de moi. J'ai mis fin à l'appel sans attendre sa réponse. Un deuxième appel est arrivé moins de 10 minutes plus tard. Naomi Patel, notre experte comptable judiciaire, était déjà plongée dans les journaux du serveur de l'entreprise, au bureau principal. Sa voix manquait de sa chaleur professionnelle habituelle. Naomi avait extrait l'historique de création d'un fournisseur nommé Brightwell Linen. L'empreinte électronique remontait directement au compte utilisateur de Sloan. Naomi a expliqué la piste de l'argent avec une précision clinique. Nos relevés bancaires d'entreprise montraient de multiples paiements versés à Brightwell Linen au cours de l'année écoulée.
Le compte de réception partageait exactement les mêmes numéros de routage et de référence qu'un compte bancaire qui avait autrefois remboursé une caution du studio privé en faillite de Sloan Harrid Family Catering. La boucle fermée était indéniable. Le sabotage du mariage n'était qu'un écran de fumée pour cacher une hémorragie financière massive et continue. Naomi a fait une pause avant de le dire. Allison, Brightwell n'a pas été payé $8 000. Il a été payé plus de 90. Naomi se tenait devant le tableau blanc dans la salle de réunion secondaire du cabinet d'avocats. L'experte comptable a débouché un marqueur effaçable à sec noir, et le grincement aigu contre la surface en porcelaine a traversé mon choc persistant face au chiffre de $90 000. Elle a dessiné 3 boîtes distinctes en haut du tableau, Brightwell Linan, Rosamond Rentals, Arbor Event Media. À côté de chaque nom, elle a listé une série de paiements sortant de l'entreprise, établissant un schéma qui remontait à 18 mois. Chaque facture était soigneusement placée sous le seuil de $10 000, parfaitement calculé pour contourner l'approbation secondaire du département. Les services étaient décrits dans une terminologie vague de l'industrie, se fondant de manière transparente dans les budgets maîtres de nos événements d'entreprise massifs. Ma gorge s'est asséchée. J'ai appuyé mes paumes à plat contre la table en acajou, étudiant ma propre signature en boucle au bas des budgets maîtres imprimés étalés devant moi. J'avais approuvé les coûts totaux des événements sans examiner les sous-traitants individuels, faisant confiance au système que j'avais construit. Cette confiance avait coûté à mes employés des centaines de milliers de dollars. Naomi a tapoté le tableau blanc avec son marqueur. Les archives publiques montraient que les 3 fournisseurs partageaient une seule boîte postale commerciale dans un centre commercial de l'autre côté de la ville. Nous n'avions pas eu besoin d'engager des enquêteurs privés ou de violer des comptes personnels. Les relevés bancaires de l'entreprise et les registres publics des entreprises fournissaient chaque pièce du puzzle. Un fournisseur légitime de notre réseau avait déjà confirmé qu'il n'avait jamais sous-traité d'équipement à ces 3 entités. Ma sœur avait tenté de brouiller les pistes, mais sa panique l'avait rendue négligente. Suite à mon avertissement du jeudi concernant l'audit imminent, quelqu'un s'était connecté au logiciel de comptabilité et avait systématiquement supprimé des dizaines d'enregistrements de paiement. Un souvenir spécifique d'une réunion du personnel de l'année précédente a refait surface. Sloan, appuyé contre le cadre de la porte de la salle de conférence, levant les yeux au ciel en se plaignant bruyamment que mon insistance à utiliser un logiciel de piste d'audit immuable n'était qu'un autre symptôme de mes problèmes de contrôle obsessionnel. Ce logiciel rigide avait tranquillement enregistré le créateur, l'heure exacte de la modification et les comptes bancaires cibles pour chaque fichier supprimé. Les empreintes numériques menaient tout droit à son poste de travail. Elise Grant s'est penchée en avant dans son fauteuil en cuir et a pointé un doigt manucuré vers une pile distincte de factures. Un groupe de paiements urgents portait l'autorisation électronique de ma mère. Interrogée lors d'une brève et tendue conférence téléphonique plus tôt ce matin-là, Judith a affirmé que Sloan les avait simplement classés comme des remplacements de linge d'urgence et des forfaits de marketing de dernière minute sur les réseaux sociaux. Pourtant, la présidente du conseil d'administration a refusé catégoriquement la demande d'Elise de remettre son téléphone portable personnel pour un examen de routine des données. Le refus pesait lourdement dans l'air. La frontière entre l'ignorance volontaire de ma mère et la complicité active commençait à s'estomper, et une nouvelle vague d'épuisement s'est abattue sur mes épaules. Naomi est passée à un marqueur rouge, attirant mon attention sur le tableau. Elle a tracé une ligne épaisse reliant Arbor Event Media à un virement final exécuté juste 2 jours avant la cérémonie de mariage. Le destinataire n'était pas une société de location ou un fournisseur de linge. Le destinataire était le manoir Bellwether. Le montant du virement était d'exactement $38 000. La lourde porte en verre de la salle de conférence s'est ouverte avant que quiconque puisse parler. Connor se tenait sur le seuil, portant une chemise froissée et un épais portefeuille en cuir. Le marié n'avait pas l'air d'un homme profitant de sa lune de miel. Élise avait demandé sa présence pour vérifier les contrats du lieu qu'il avait personnellement signés, et il a pris une lente et délibérée respiration avant d'entrer. Il a posé son smartphone, face vers le haut, sur la table, le poussant vers l'avocate. Il a expliqué comment il avait confronté sa nouvelle femme à propos de la facture finale du lieu quelques heures auparavant.
Sloan avait juré que notre mère leur avait discrètement offert le solde restant pour assurer une journée parfaite. Connor savait que Judith avait spécifiquement limité sa contribution financière au dîner de répétition, alors il a cherché dans ses propres archives de mai. Il a retrouvé le reçu de confirmation du paiement final du lieu. La ligne de référence sur le reçu numérique indiquait clairement Arbor Event Media. La vérité était là, sur le tableau blanc, illuminé par les lumières fluorescentes crues du bureau juridique. La fête somptueuse et opulente que ma sœur avait utilisée pour me qualifier publiquement de voleuse avait été entièrement financée par l'argent qu'elle avait saigné de notre entreprise familiale. Elle avait acheté sa journée parfaite avec la sécurité de l'emploi de 60 employés travailleurs, et elle avait prévu de me laisser porter le chapeau. Connor a fixé les lignes rouges reliant les faux fournisseurs à son lieu de mariage. Il a tourné son attention vers les relevés bancaires de l'entreprise imprimés et étalés sur la table, sa posture rigide et sa respiration superficielle. Sa voix manquait de toute trace de colère, ne portant qu'une clarté creuse et dévastatrice. « Qu'est-ce que ma femme a acheté d'autre avec l'argent de votre entreprise ?» La question dévastatrice de Connor est restée en suspens dans l'air vicié de la salle de conférence juridique, sans réponse. Naomi n'avait pas encore un inventaire complet des fonds d'entreprise volés, mais ma sœur a fourni sa propre justification tordue le lendemain matin même. Sloan a lancé une campagne de la terre brûlée. Un email de masse a atterri dans les boîtes de réception de nos parents éloignés et de 30 employés seniors juste avant l'aube. La ligne d'objet disait « La vérité sur le mariage ». Lire les longs paragraphes donnait l'impression d'avaler du verre pilé. La mariée affirmait que j'avais fabriqué toute la crise des fournisseurs par pure jalousie, faisant passer Tara pour une voleuse isolée pour couvrir mes propres traces. Selon le message, mon but ultime était d'exploiter une réception de mariage ruinée pour voler sa part légitime de l'héritage de notre père. Ma mère était en copie de la correspondance. La présidente n'a offert aucune réfutation publique au personnel, donnant essentiellement sa bénédiction silencieuse au mensonge. Connor a transmis un ensemble différent de messages à notre conseil juridique le même après-midi. Le marié était retourné à leur appartement commun pour faire un sac de voyage, exigeant des réponses immédiates sur les paiements du lieu et ses dettes de studio cachées. Sloan n'a jamais nié avoir pris l'argent. Elle a simplement rebaptisé le vol. Ces SMS présentaient les centaines de milliers volés comme une avance informelle sur ses parts dans l'entreprise, insistant sur le fait que j'avais implicitement accepté l'arrangement. Pour prouver son point, elle a envoyé à son mari une photographie de la reconnaissance de dette de $8 000 de l'année précédente. Elle a utilisé ma miséricorde passée comme une arme, arguant que notre famille avait toujours géré ses affaires financières mineures en interne. Les retombées pour l'entreprise se sont rapidement aggravées. Le mercredi après-midi, j'étais assise en face de Martin Hale et Valérie Chaud dans la salle de conférence principale de la direction. Nos administrateurs indépendants ont examiné l'ancienne reconnaissance de dette avec un détachement clinique. La table en chêne poli qui nous séparait n'avait jamais semblé si vaste. Martin a croisé les mains sur le document physique, demandant sans détour pourquoi la violation initiale de la carte de crédit n'avait jamais été signalée à l'organe directeur. Je n'ai pas offert d'excuses. Je ne me suis pas caché derrière les larmes de ma mère de l'année précédente, ni n'ai essayé de minimiser les dégâts. Regardant directement l'ancien cadre bancaire, j'ai admis que j'avais choisi de dissimuler l'infraction pour protéger ma sœur, et que cet échec spécifique de leadership avait ouvert la voie à la crise financière actuelle. Mon honnêteté ne m'a valu aucune clémence. Le conseil d'administration a immédiatement voté pour donner à Élise et Naomi une autorité totale et sans restriction sur l'enquête pour fraude. De plus, j'ai été officiellement dépouillée de mon pouvoir de décider de toute mesure disciplinaire concernant la directrice des partenariats de marque. Martin a tiré le dossier principal de l'audit de son côté de la table, et il n'a pas demandé ma permission pour le prendre. Le petit geste délibéré a finalisé le transfert de pouvoir. En sortant de cette salle de conférence, les conséquences réelles de mon silence m'attendaient dans le couloir. Un client pharmaceutique majeur venait d'appeler notre directeur des ventes, mettant leur contrat de banquet annuel massif en attente indéfinie en raison de rumeurs de l'industrie sur une enquête interne pour fraude. 2 de nos fournisseurs alimentaires en gros les plus fiables ont soudainement exigé des conditions strictes de paiement à la livraison, refusant de prolonger notre délai de crédit standard de 30 jours.
La salle de pause des employés bourdonnait de chuchotements terrifiés sur des chèques de paie manquants et des licenciements imminents. J'ai immédiatement autorisé un retrait massif de nos réserves pour imprévus juridiques pour garantir le prochain cycle de paie, assurant qu'aucun travailleur ne manquerait un seul centime de son salaire. Savoir que ma propre lâcheté passée avait amplifié leur péril actuel avait un goût de cendre dans ma bouche. L'odeur de parfum floral cher a envahi mon bureau privé le lendemain matin, avant même que la porte ne s'ouvre. Judith a contourné la réceptionniste et a marché directement vers mon bureau. La présidente avait l'air épuisée, sa posture parfaite cédant finalement à la gravité. Elle s'est affalée dans le fauteuil invité en cuir et a admis les pièces éparses qu'elle connaissait réellement. Ma mère a avoué qu'elle était au courant de la dette écrasante du studio et a reconnu avoir signé une poignée de ses factures vagues pour aider sa plus jeune fille à rester à flot. Elle a juré qu'elle ne savait absolument rien du réseau de faux fournisseurs ou du plan élaboré pour me piéger à la réception. Nous pouvons encore arranger ça, a plaidé la femme plus âgée, tendant ses mains manucurées sur le bureau. Convertis les fonds manquants en un prêt formel d'actionnaire. Sauve ta sœur, Allison. Garde cette famille intacte. J'ai regardé les mains ridées posées sur le sous-main en cuir de mon bureau. Nos employés sont terrifiés à l'idée de perdre leurs hypothèques, et tu veux que j'utilise leur budget de fonctionnement comme un fonds de sauvetage personnel pour une criminelle? J'ai retiré mes propres mains, refusant le contact physique. La famille n'a pas le droit de voler le personnel. Quelques heures plus tard, je me suis de nouveau assise dans le cabinet d'avocat du centre-ville avec Élise. L'avocate avait fini d'examiner l'exportation massive des messages textes que Connor avait fournis de sa dernière dispute avec sa femme. Un échange spécifique mettait en lumière un dangereux détachement de la réalité. Sloan avait envoyé à son mari un texto furieux, affirmant qu'elle possédait légitimement 40% de l'empire de la restauration, bien que ses parts économiques réelles culminaient à exactement 20%. Mais c'était le message suivant dans la chaîne qui a fait que l'avocate d'affaires expérimentée s'est redressée et a attrapé ses lunettes de lecture. Élise a tourné son écran d'ordinateur vers moi, tapotant du doigt une bulle de texte bleu envoyée à 2 heures du matin. « Ne t'inquiète pas pour la comptabilité », disait le message numérique. Allison arrange toujours les papiers après coup. Les mots étaient là, sur l'écran lumineux, exposant l'illusion fondamentale qui avait conduit à tout ce désastre. Sloan ne me voyait pas comme une victime innocente ou une idiote naïve. Elle croyait fermement que j'étais la facilitatrice ultime. La mariée était entièrement convaincue que sa sœur aînée finirait par contourner les règles de l'entreprise et falsifier les documents pour transformer ses crimes en une comptabilité d'entreprise légitime, dès que la colère publique serait passée. Élise s'est adossée à son lourd fauteuil en cuir, une prise de conscience lente et calculée s'installant sur ses traits. L'avocate a joint ses doigts, sa voix tombant dans un registre de pure concentration stratégique. « Nous n'avons pas besoin de la piéger », m'a dit Élise, en tapotant l'écran lumineux une dernière fois. Nous devons lui donner une chance formelle de s'expliquer, et la laisser supposer que vous êtes toujours exactement la même sœur. L'imprimante laser dans le coin de la salle de conférence juridique a pris vie, crachant 3 feuilles impeccables de papier bon épais. L'odeur de toner chaud a flotté à travers la table en acajou. Élise Grant a ramassé les pages, a tapoté leurs bords contre le bois poli pour les aligner parfaitement, et a fait glisser la pile vers ma chaise. C'était l'avis formel d'une enquête interne de l'entreprise. L'encre noire décrivait les paramètres stricts de l'entretien à venir, indiquant explicitement que la session serait enregistrée et surveillée par des représentants de l'entreprise. Le document n'offrait aucune promesse d'immunité, ne contenait aucune garantie contre le licenciement, et ne faisait certainement aucune mention de la conversion de fonds d'entreprise volés en un prêt familial personnel. Un associé junior assis à côté d'Élise s'est agité inconfortablement dans son fauteuil en cuir. Il s'est éclairci la gorge et a suggéré une approche alternative. Le jeune avocat a proposé que je joue le rôle de la sœur aînée indulgente, me conseillant de sourire et d'offrir une fausse sympathie pour baisser la garde de ma sœur. Si je lui faisais croire que j'allais couvrir l'argent manquant, a-t-il argumenté, elle avouerait tout sur bande beaucoup plus rapidement. J'ai senti une douleur vive et soudaine dans ma mâchoire. J'avais passé toute ma vie d'adulte à regarder ma famille se manipuler mutuellement avec des promesses vides, et je refusais d'apporter ce même poison dans cette pièce. Non, ai-je dit à l'associé,
en gardant ma voix plate et complètement dépourvue de chaleur. Je ne prononcerai pas un seul mot que je n'ai pas l'intention d'honorer. Il n'y aura pas de comédie, et il n'y aura pas de fausse amnistie. Élise a levé la main, faisant taire son jeune collègue avant qu'il ne puisse contester la stratégie. L'avocate d'affaires chevronnée m'a regardé d'un regard stable et calculateur, comprenant parfaitement la limite que je venais de tracer dans le sable. Elle a tendu la main et a tapoté du bout de son ongle manucuré la page supérieure de la vie. Alors, nous nous en tenons à la vérité absolue et indéniable, a expliqué Élise, en ajustant ses lunettes à monture métallique. Vous déclarerez simplement que le conseil d'administration ne peut même pas commencer à examiner une proposition de remboursement tant qu'il ne comprendra pas l'étendue complète et documentée des fonds manquants. C'est une déclaration factuelle. Elle sous-entend un processus, mais ne promet absolument rien quant au résultat final. La stratégie exigeait que j'offre une toile vierge et que je laisse la directrice des partenariats de marque peindre son propre chef-d'œuvre d'illusion. La résistance a commencé dès le lendemain matin. La lourde porte en chêne de mon bureau de direction s'est ouverte sans préavis, heurtant le butoir mural en caoutchouc avec un bruit sourd. Judith est entrée dans la pièce, apportant avec elle l'odeur suffocante de parfum floral cher et de panique pure et non diluée. Ma mère portait un tailleur bleu marine rigide, sa posture droite alors qu'elle fermait la porte derrière elle et s'appuyait lourdement contre le bois. Elle a exigé que j'annule l'entretien juridique prévu immédiatement. La présidente voulait organiser une réunion de famille à huis clos dans sa salle à manger privée, sans aucun avocat présent, et certainement sans aucun appareil d'enregistrement. Elle a promis que nous pourrions régler les milliers manquants autour d'une cafetière, comme nous l'avions toujours fait. Je ne me suis pas levée de mon bureau. J'ai simplement regardé la femme qui avait passé des décennies à privilégier l'illusion d'une famille parfaite à la réalité. Les réunions de famille non enregistrées dans votre salle à manger sont la raison exacte pour laquelle notre entreprise saigne actuellement des centaines de milliers de dollars, ai-je répondu, en organisant une pile de dossiers de fournisseurs. Les administrateurs indépendants ont déjà mandaté ce processus formel. Le temps des conversations privées autour d'un café a expiré au moment où elle a essayé de me piéger pour un crime devant 300 invités de mariage. Judith s'est éloignée de la porte, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle agrippait le dossier d'un fauteuil invité en cuir. La femme plus âgée a déployé sa dernière arme désespérée. Elle m'a prévenu que si je forçais sa plus jeune enfant à un interrogatoire juridique, la mariée ne me pardonnerait jamais cette trahison. J'ai arrêté d'organiser les dossiers. J'ai regardé directement dans les yeux de ma mère, ressentant un étrange et profond sentiment de calme s'installer au centre de ma poitrine. Le lourd fardeau de rendre tout le monde heureux m'a soudain semblé complètement hors de propos. Mes décisions, ai-je dit doucement, ne sont plus basées sur le fait qu'elle me pardonnera ou non. 4 jours plus tard, pendant la première semaine de juillet, la chaleur humide de la Virginie cuisait l'asphalte à l'extérieur du cabinet d'avocat du centre-ville. À l'intérieur de la salle de conférence principale, la climatisation était réglée sur un froid vif et agressif. Élise et Naomi avaient passé l'heure précédente à préparer l'environnement. Les énormes boîtes en carton remplies de relevés bancaires authentiques, de fausses factures de fournisseurs et de journaux d'audit récupérés étaient délibérément cachées dans une pièce attenante. Quand j'ai pris ma place au centre de la longue table, seul un mince dossier en manille reposait sur le bois poli devant moi. Sloan a franchi les doubles portes en verre à exactement 14 heures. J'apprendrai plus tard par un conseil extérieur qu'elle avait catégoriquement refusé d'engager son propre avocat de la défense, croyant fermement que s'assurer une représentation légale ne ferait que la rendre coupable aux yeux de Connor. Son nouveau mari exigeait déjà des réponses sur leurs finances, et elle avait besoin de le tenir aussi loin que possible de ce désastre d'entreprise. Elle n'est pas entrée dans la pièce avec l'air d'une femme au bord de la ruine. Elle s'est habillée pour un tour de victoire. La mariée portait une robe en lin parfaitement taillée, ses cheveux coiffés en vagues souples et coûteuses. Elle portait un mince portefeuille en cuir sous un bras, et elle se déplaçait avec l'assurance désinvolte d'une jeune cadre arrivant pour proposer un ajustement budgétaire mineur. Elle a complètement ignoré Élise, tirant une chaise directement en face de moi et croisant les jambes. Sloan a posé son portefeuille sur la table et a fait glisser quelques pages dactylographiées vers le centre. C'était une proposition de remboursement fragile et mal formatée.
Elle traitait toute cette enquête comme une négociation de prêt bancaire standard, complètement aveugle au fait qu'elle était assise dans un piège de sa propre fabrication. Élise n'a pas accusé réception de la proposition. L'avocate a fait glisser l'avis d'enquête interne et un document de consentement à l'enregistrement séparé sur la table. D'une voix claire et exercée, Élise a lu les conditions légales à voix haute. Elle a informé la jeune femme qu'elle avait le droit absolu de reporter la réunion pour consulter un conseil extérieur, et elle a réitéré que l'enregistreur audio numérique posé au centre de la table était sur le point d'être activé. Sloan a pris le stylo en métal cher fourni par le cabinet. Elle n'a pas pris la peine de lire les petits caractères sur les documents juridiques. Elle a simplement signé son nom avec une fioriture exercée, le grattement aigu de la plume résonnant dans la pièce silencieuse. Elle a repoussé les papiers vers l'avocate et a offert un petit soupir condescendant. « Je n'ai absolument rien à cacher », a annoncé Sloan, en croisant soigneusement les mains sur ses genoux. Elle a regardé par-dessus l'avocate et a croisé mon regard, un sourire familier et provocateur apparaissant sur son visage. « Est-ce qu'on fait vraiment toute cette mise en scène d'entreprise pour quelques erreurs comptables mineures, Allison ? Est-ce que tu essaies vraiment de me détruire pour un malentendu ? » Personne ne l'avait piégée. Elle avait lu les avertissements, signé les formulaires de consentement et était entrée volontairement dans un entretien juridique surveillé parce qu'elle croyait que son sentiment de droit la protégerait de toute conséquence réelle. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton rouge de l'enregistreur audio numérique. Une petite lumière s'est mise à clignoter, capturant le silence dans la pièce. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas élevé la voix ni défendu mes actions. J'ai simplement ouvert le mince dossier en manille qui reposait devant moi et j'ai sorti la seule feuille de papier qui se trouvait dessus. Commençons par l'incident dans la chambre C17, ai-je dit, en gardant mon ton parfaitement mesuré. Sloan a levé les yeux au ciel, se penchant en arrière dans sa chaise. Elle a répété le même mensonge qu'elle avait servi à son assistante terrifiée, affirmant que toute la situation n'était qu'un exercice de sécurité de routine du lieu que Tara avait complètement mal compris. Je n'ai pas contesté son évaluation. J'ai lentement retourné la feuille de papier imprimée et l'ai fait glisser sur la table en acajou jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste à côté de sa fragile proposition de remboursement. Le document affichait la chaîne complète de messages texte horodatés, extraits directement du téléphone portable de Tara. Sloan a baissé les yeux sur le papier, et le sourire condescendant a finalement fondu de son visage. Si ce n'était qu'un exercice de sécurité, ai-je demandé, en regardant ses yeux parcourir désespérément ses propres mots imprimés, pourquoi as-tu ordonné à ton assistante de mettre les enveloppes de mariage volées dans ma camionnette de traiteur ? L'enregistreur audio numérique posé au centre de la table en acajou continuait de clignoter d'une lumière rouge, stable et rythmée. Sloan fixait la transcription imprimée de ses propres SMS, ses doigts reposant légèrement sur le bord du portefeuille en cuir. Pendant près de 10 secondes, personne n'a parlé. Le froid de la climatisation du bureau semblait baisser de quelques degrés. Tara a paniqué, a finalement marmonné ma sœur, sa voix perdant sa confiance désinvolte initiale. Elle a essayé de rapprocher le portefeuille de sa poitrine. Elle a mal compris le timing. Je ne lui ai jamais dit de mettre quoi que ce soit dans ton véhicule. Élise Grant n'a pas élevé la voix. L'avocate a simplement fait glisser un deuxième document de son propre dossier. C'était une impression propre et formatée montrant les journaux de création et les numéros de routage de 3 comptes d'entreprise. Nous ne parlons pas de Tara en ce moment, a dit Élise, son ton clinique et précis. Parlons de Brightwell Linan, Rosamond Rentals et Arbor Event Media. Reconnaissez-vous ces noms d'entreprise, Sloan ? Sloan a brusquement levé le regard, le menton relevé dans une posture défensive familière. Elle a nié posséder les comptes, insistant sur le fait qu'elle les avait seulement recommandés parce qu'ils offraient des forfaits événementiels supérieurs à des prix de marché compétitifs. Je n'ai pas sauté par-dessus la table ni élevé la voix de colère. J'ai simplement attendu, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable pour elle. Si c'étaient des fournisseurs légitimes offrant des tarifs de marché, ai-je demandé, en gardant mon débit complètement plat, pourquoi as-tu divisé chaque facture pour que chaque transaction reste en toute sécurité sous les $10 000 ?
Ma sœur s'est agitée sur sa chaise, ses yeux se dirigeant vers la porte fermée de la pièce attenante où Naomi Patel et les membres indépendants du conseil d'administration écoutaient via la retransmission audio en direct. Elle a essayé une tactique différente, misant sur sa conviction de toute une vie qu'elle détenait un statut spécial et intouchable au sein de l'entreprise familiale. J'ai pris ce qui m'appartenait de droit, a lancé Sloan, son masque d'innocence glissant complètement. Papa a construit Reed Family Catering pour nous deux. Toi, tu peux t'asseoir dans le bureau d'angle et jouer à la présidente pendant que je ramène tous les partenariats de marque pour des clopinettes. Je n'ai pris que ma part. Le sentiment de droit brut et non filtré flottait dans l'air, capturé en permanence par l'enregistreur numérique en rotation. Créer de fausses sociétés écrans et acheminer des fonds d'entreprise par des boîtes postales commerciales, ce n'est pas prendre un salaire, ai-je souligné, en me penchant légèrement en avant. C'est un détournement de fonds. Sloan a ricané, agitant une main avec dédain comme si nous nous disputions sur un plan de table. Elle a exigé que le conseil d'administration examine sa proposition de remboursement informel, insistant sur le fait qu'elle avait apporté une solution juste à la table. Nous ne pouvons pas examiner une proposition, ai-je répondu, tant que nous ne connaissons pas le total exact. Combien as-tu pris à l'entreprise, Sloan ? Elle a hésité, sa mâchoire se crispant alors qu'elle réalisait le piège dans lequel elle était tombée. Elle a regardé Élise, puis de nouveau moi, calculant combien nous savions déjà grâce à l'audit judiciaire, réalisant que les journaux logiciels immuables avaient déjà cartographié chaque transaction. Elle a finalement abandonné le chiffre. 284 000 $, a-t-elle marmonné, le total glissant de ses lèvres comme l'aveu d'une infraction de stationnement mineur. La confession a déclenché une cascade d'admissions. Elle a admis avoir fabriqué les fausses factures de fournisseurs pour rembourser les dettes de son studio privé en faillite, ses soldes de cartes de crédit croissants, et le paiement final de son lieu de mariage de luxe. Elle a admis qu'elle avait mis en scène toute l'accusation publique au manoir Bellwether parce qu'elle avait besoin de détruire ma crédibilité avant que Naomi n'ouvre les livres d'audit le lundi matin. Elle a même admis que notre mère ne connaissait qu'une petite fraction de la dette et n'avait aucune connaissance de la conspiration criminelle pour me piéger. Elle croyait qu'en présentant elle-même les chiffres, elle reprenait une fois de plus le contrôle du récit. Sloan a poussé sa fragile proposition de remboursement sur le bois poli, la poussant juste contre mon dossier en manille. Elle s'est penchée sur la table, ses yeux écarquillés d'une sorte de confiance désespérée et déplacée. « Tu as réglé la première accusation pour moi ?» a plaidé Sloan, sa voix tombant dans un ton doux et cajoleur de notre enfance. « Règle celle-ci, et je ne toucherai plus jamais à l'argent de l'entreprise. » Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. « Demandes-tu formellement au conseil d'administration de convertir tes faux comptes fournisseurs, ton détournement de fonds, et ta tentative de coup monté criminel en un prêt familial ?» Oui, a-t-elle murmuré, complètement convaincue qu'elle avait enfin trouvé les mots magiques. Fais juste les papiers correctement, Allison. Comme tu le fais toujours. Élise Grant a tendu la main et a appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur audio numérique. La lumière rouge s'est éteinte. La lourde porte en chêne reliant notre salle de conférence au bureau attenant s'est ouverte en douceur. Martin Hale, Valérie Shaw et Naomi Patel sont entrés dans la pièce, un par un. Martin a regardé ma sœur avec un professionnalisme froid et absolu. Votre accès d'entreprise à Reed Family Catering, a annoncé l'ancien banquier, sa voix résonnant dans l'espace silencieux, est officiellement résilié, avec effet immédiat. Sloan s'est figée sur sa chaise, la couleur quittant entièrement son visage alors qu'elle regardait les membres du conseil, puis de nouveau moi. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas négocié un sauvetage, elle venait de nous livrer la confession qui la détruirait entièrement. Tu as promis de m'aider, a étranglé Sloan, me regardant droit dans les yeux. J'ai fermé mon dossier en manille, j'ai pris mon stylo et je l'ai regardé en retour, sans une trace de pitié ou de méchanceté. Non, ai-je dit doucement. J'ai promis d'écouter. Élise a posé une main ferme sur la transcription imprimée de la confession, levant les yeux vers les administrateurs indépendants. Maintenant, le Conseil doit décider de ce qu'il advient de cet enregistrement. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée dans la salle de conférence de la direction moins de 3 heures après la fin de l'entretien enregistré. Le soleil de l'après-midi tapait contre les vitres teintées,
projetant de longues ombres austères sur la table en acajou où mes collègues administrateurs étaient assis dans un silence tendu. Élise Grant se tenait à la tête de la salle, exposant les conclusions préliminaires de l'audit judiciaire, les preuves physiques du lieu récupéré au manoir Bellwether, et la confession audio authentifiée. Lorsque la motion formelle de licencier ma sœur de son emploi dans l'entreprise pour faute grave a été présentée, j'ai immédiatement exercé mon droit légal de me récuser du vote. Ma mère m'a fusillé du regard de l'autre côté de la table lorsque Martin l'a appelé aux voix. Judith a levé la main et a voté contre le licenciement, tentant d'utiliser son influence restante pour protéger sa plus jeune enfant. Mais son unique vote était totalement impuissant face aux deux administrateurs indépendants. Martin et Valérie Shaw ont voté solidairement, dépouillant officiellement la directrice des partenariats de marque de son titre, de son accès et de sa carrière. Le Conseil ne s'est pas arrêté au licenciement. Passant rapidement à un autre point de l'ordre du jour, les administrateurs indépendants ont initié un examen interne formel des propres approbations financières de Judith, se concentrant fortement sur les factures urgentes qu'elle avait signées sans vérifier la documentation appropriée. En quelques minutes, la présidente a été dépouillée de ses privilèges de signature financière. Avant la levée de la séance, le Conseil a formellement demandé qu'elle se retire de son poste de présidente pendant qu'un examen complet de la gouvernance externe était mené. Judith a claqué ses paumes à plat contre le bois, sa voix tremblant d'indignation amère alors qu'elle me regardait. « Tu as laissé des étrangers entrer dans l'entreprise de ton père et déchirer cette famille », a-t-elle chuchoté, ses yeux brûlants de ressentiment. Père a nommé des administrateurs indépendants précisément parce qu'il savait que la famille avait besoin de gens qui n'avaient pas peur de faire respecter les règles, ai-je répondu, ma voix stable et inflexible. Tandis que la machine de l'entreprise démantelait les illusions d'immunité de ma sœur, sa vie personnelle implosait avec une égale vélocité. Connor avait passé l'après-midi à examiner les journaux de discussion cryptés et les états financiers transmis par notre équipe juridique. Il n'a pas organisé de confrontation dramatique au bureau de l'entreprise. Au lieu de cela, il est retourné à leur appartement haut de gamme pendant que sa femme était encore aux prises avec la décision du Conseil, a fait 2 grandes valises et les a laissées près de la porte d'entrée. Lorsque Sloan est rentré à la maison, s'attendant à du réconfort, son mari l'a accueilli dans le couloir. Il lui a dit clairement que ce qui mettait fin à leur mariage n'était pas seulement le vol financier stupéfiant ou les dettes de studio cachées. C'était la cruauté froide et calculée de fabriquer une accusation criminelle contre sa propre sœur aînée, juste pour empêcher son riche marié de découvrir la vérité. Connor a quitté l'appartement ce soir-là, s'est enregistré dans un hôtel de séjour prolongé local, et a immédiatement engagé un avocat spécialisé en divorce. Désespéré et complètement isolé, Sloan s'est rendu directement chez notre mère après la tombée de la nuit. Elle a supplié Judith de puiser dans ses actifs liquides personnels pour couvrir les $284 000 manquants avant que l'entreprise ne dépose des plaintes officielles à la police. Debout dans le hall d'entrée familier au haut plafond où nous avions grandi, ma mère a finalement confronté la dure réalité mathématique. Elle a consulté ses comptes d'investissement et a réalisé que ses actifs liquides totaux étaient inférieurs de dizaines de milliers de dollars au déficit. Judith a composé frénétiquement mon numéro de portable, mais je l'ai laissé sonner directement sur la messagerie vocale. Pour la première fois de sa vie, ma sœur était assise dans une pièce où absolument personne ne possédait les moyens ou la volonté de la renflouer. La réponse de l'entreprise s'est déroulée avec une précision froide et mécanique. Le Conseil a formellement approuvé une action civile en recouvrement contre Sloan, a déposé une déclaration auprès de notre compagnie d'assurance Fidelity, et a autorisé le Conseil extérieur à transférer l'ensemble du dossier d'audit et la confession enregistrée aux autorités policières publiques. Élise s'est assurée de m'expliquer que la remise des dossiers aux enquêteurs ne garantissait pas une arrestation physique immédiate ou une issue judiciaire rapide. Les rouages de la justice publique opéraient selon un calendrier complètement distinct de celui des salles de conseil d'entreprise. Le lendemain matin, Judith m'a intercepté dans le hall de l'immeuble alors que j'arrivais au travail. Elle m'a acculé près des ascenseurs, me suppliant une dernière fois d'annuler les avocats et de simplement reclasser toute la catastrophe comme une avance informelle d'actionnaire. Elle risque des poursuites pénales, Allison, a plaidé ma mère, les larmes aux yeux. Ne peux-tu pas simplement les appeler et leur dire que tout était une terrible erreur ? La confession,
le réseau de faux fournisseurs, et la tentative de me piéger pour un crime signifie que ce n'a jamais été un prêt de bonne foi, ai-je répondu, en passant devant elle vers les portes de l'ascenseur. Je lui ai dit que je ne financerais pas un avocat de la défense pénale coûteux pour ma sœur, ni n'exercerais de pression sur nos employés pour qu'ils rétractent leurs déclarations véridiques aux enquêteurs. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en glissant, coupant sa réponse. Avant que je ne puisse entrer, mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Élise, appelant du bureau du centre-ville avec une sombre nouvelle. Les inspecteurs viennent d'examiner le dossier de transfert, m'a dit Élise, sa voix tendue au bout du fil. Ils veulent vous faire venir pour un premier entretien de témoin, et l'avocat de la défense nouvellement désigné de Sloan dépose déjà des requêtes pour invalider l'enregistrement audio, affirmant que la confession de votre sœur a été obtenue sous la contrainte. Près de 11 mois après le mariage, les lourdes portes en chêne du palais de justice du comté se sont ouvertes en grinçant pour laisser entrer l'éclat lumineux de l'après-midi de mai de l'an 2026. L'enquête s'était étirée sur le reste de l'année précédente et profondément dans le printemps suivant, avançant avec une gravité lente et délibérée qui ignorait complètement nos échéanciers d'entreprise. Reed Family Catering avait survécu à l'hémorragie financière, mais nous fonctionnions à une capacité considérablement réduite, ayant perdu plusieurs comptes majeurs tout en reconstruisant notre réputation sur le marché. À l'intérieur de la salle d'audience, l'avocat de la défense a immédiatement lancé une attaque féroce contre l'enregistrement audio numérique que nous avions obtenu l'été précédent. L'avocat a soutenu que ma présence dans la pièce, combinée à ma relation familiale avec l'accusé, rendait l'ensemble de l'entretien coercitif et injuste. Élise Grant n'a pas sourcillé sous l'attaque verbale. Notre conseil extérieur a calmement présenté l'avis d'entretien écrit, le formulaire de consentement signé, et le fichier audio complet et non édité du début à la fin. L'enregistrement complet démontrait clairement qu'aucune promesse d'immunité n'avait jamais été faite et que mon ton était resté strictement professionnel tout au long de la procédure. Lorsque la défense a tenté de suggérer que les sœurs avaient toujours traité les fonds de l'entreprise comme des prêts familiaux occasionnels, Élise a présenté la reconnaissance de dettes physiques d'août de l'an 2024. L'avocat de la défense a essayé de présenter le document comme la preuve d'un accord de prêt informel préexistant. J'ai pris la barre des témoins, assise droite sur la chaise en bois, et j'ai publiquement reconnu mon propre échec de gouvernance pour avoir traité cette infraction initiale de $8 000 en interne plutôt que de la signaler immédiatement. Mon aveu n'a pas brisé notre dossier juridique. En assumant ma faute passée officiellement, le juge et les procureurs ont reconnu que je ne cherchais pas à aseptiser l'histoire pour piéger ma sœur. Le document signé classait clairement la transaction comme une utilisation abusive personnelle des fonds de l'entreprise, avec une restitution obligatoire, établissant de manière concluante que la sœur cadette connaissait les règles strictes de l'entreprise bien avant de commencer son détournement de fonds systématique. Une parade de témoins indépendants m'a suivi à la barre. Tara a témoigné des instructions vagues par SMS qu'elle avait reçues et de son choc en découvrant le plan de placer des enveloppes d'argent dans mon véhicule. Graham Lowe a établi la chaîne de possession rigide pour les registres de clés du lieu et les images de surveillance du couloir. Naomi Patel a guidé le tribunal à travers les journaux d'audit logiciels immuables et le réseau complexe de faux comptes fournisseurs. Conner a témoigné des dettes cachées de son ex-femme, de ses fausses déclarations concernant la propriété de l'entreprise, et de ses attentes écrites explicites que sa sœur aînée finirait par falsifier les documents pour la sauver. Face à un mur accablant de preuves numériques et physiques, la défense a finalement abandonné sa stratégie de procès. Avant la phase formelle de détermination de la peine, ma sœur a accepté de plaider coupable à un chef d'accusation de vol qualifié par détournement de fonds et à un chef d'accusation connexe de fraude d'entreprise. Le juge président a prononcé une peine qui équilibrait la gravité du crime en col blanc avec les réalités des directives pénales de notre État. Le tribunal a ordonné une peine de 18 mois d'incarcération réelle dans un établissement correctionnel régional, suivi de plusieurs années de libération surveillée. Le jugement a imposé une restitution financière complète totalisant $284 000, lui a interdit de manière permanente d'occuper tout poste de fiduciaire d'entreprise, et a établi une ordonnance de recouvrement d'actifs civils, garantissant que toute distribution financière future de sa part économique restante dans Reed Family Catering serait automatiquement interceptée et appliquée directement à sa dette impayée.
Alors que l'huissier se préparait à l'emmener dans une combinaison grise, ma sœur a tourné la tête et a croisé mon regard de l'autre côté de l'allée de la salle d'audience. « Est-ce que ça valait vraiment la peine de me détruire ?» a-t-elle chuchoté, sa voix brisée par l'amertume. Je suis restée près du banc en bois, gardant ma posture parfaitement droite. « Je t'ai donné un moyen de dire la vérité, ai-je répondu doucement. Tu t'en es servi pour me demander de mentir à nouveau. Je n'ai pas demandé au juge la peine de prison maximale possible, ni ne me suis jointe au procureur pour réclamer des conditions plus sévères. Je me suis simplement retirée et j'ai laissé le système juridique public terminer le travail que j'avais commencé. Lorsque les gardes l'ont escorté par la sortie latérale, j'ai tourné mon attention vers Naomi et les membres du personnel de l'entreprise qui étaient venus soutenir l'entreprise. En sortant sur les marches de pierre du palais de justice, dans l'air chaud de mai, ma mère m'a interceptée près du trottoir du parking. Judith a croisé les bras fermement sur sa poitrine, son expression durcie par des mois de ressentiment. Elle paie pour ses erreurs derrière les barreaux en ce moment, a exigé ma mère, sa voix tremblant d'une fureur contenue. Combien de temps encore vas-tu punir cette famille ? La lourde chaleur estivale de juillet de l'an 2026 pesait contre les hautes fenêtres en verre de mon bureau, rendant l'air de l'après-midi épais et immobile. Plus d'une année complète s'était écoulée depuis la réception de mariage chaotique au manoir Bellwether, et environ 2 mois s'étaient écoulés tranquillement depuis que l'audience finale de détermination de la peine avait mis un terme formel à notre bataille juridique. Reed Family Catering se tenait toujours fièrement dans le quartier historique du centre-ville, mais l'entreprise avait une empreinte plus petite, plus mince. Les paiements d'assurance et les recouvrements d'actifs civils n'avaient couvert qu'une fraction de nos pertes, ce qui signifiait que l'entreprise continuait d'absorber le véritable coût financier du détournement de fonds sur le long terme. J'avais fondamentalement changé la façon dont je gérais les opérations quotidiennes pour m'assurer que rien de tel ne pourrait jamais se reproduire. Lors de notre réunion d'entreprise de mi-été, je me suis tenue devant nos 50 employés restants et j'ai abordé mes erreurs passées sans évasion ni excuse. J'ai ouvertement admis que j'avais dissimulé l'infraction financière initiale de ma sœur des années plus tôt, et que mon silence avait finalement mis tout le monde dans la pièce en grand danger. Je n'ai pas demandé leur pardon immédiat, sachant que la confiance devait être regagnée par des actions constantes plutôt que par des mots vides. Au lieu de cela, j'ai introduit une série de protections structurelles permanentes, y compris des approbations doubles obligatoires pour toutes les transactions financières, des protocoles stricts de vérification des fournisseurs, des canaux de signalement anonymes, et des audits trimestriels indépendants. Pour renforcer ces nouvelles limites, j'ai officiellement renoncé au contrôle direct de l'intégration des fournisseurs à notre nouveau directeur financier. Remettre un lourd trousseau de clés de bureau administratif à un autre dirigeant m'a semblé complètement étranger au début, mais le geste physique m'a rappelé que le véritable leadership n'exigeait pas de porter seul chaque fardeau opérationnel. Être forte ne signifiait plus agir comme un bouclier pour les personnes qui refusaient de se protéger. Mes relations avec les autres acteurs secondaires de cette tragédie d'entreprise se sont installées dans des distances permanentes et clairement définies. Tara a pleinement coopéré avec l'enquête interne et les équipes juridiques, et bien qu'elle n'ait pas pu être réintégrée à son ancien poste en raison de son silence initial, je lui ai fourni une lettre de recommandation honnête et équilibrée pour l'aider à prendre un nouveau départ ailleurs. Connor a finalisé son divorce par l'intermédiaire d'un conseil juridique distinct, et toute communication administrative nécessaire concernant les chèques cadeaux d'entreprise ou les actifs partagés a été gérée strictement par nos avocats respectifs. Aucune résolution romantique n'a fleuri des décombres, et j'ai préféré la stabilité tranquille de cette rupture nette. Ma mère a eu beaucoup de mal à accepter sa position diminuée au sein de la famille et de l'entreprise. Dépouillée de sa présidence du conseil et contrainte par les administrateurs indépendants à suivre des conseils privés, Judith a demandé la permission de revenir dans l'entreprise à titre consultatif honoraire. J'ai complètement refusé la demande. J'ai expliqué doucement que si une relation mère-fille pouvait lentement guérir avec le temps, l'accès financier à l'entreprise n'était jamais destiné à servir de preuve d'affection émotionnelle. Quand elle m'a demandé si j'avais enfin trouvé dans mon cœur de pardonner à ma sœur emprisonnée, ma réponse a tracé une ligne nette entre les sentiments personnels et la réalité opérationnelle. Le pardon restait un voyage émotionnel interne, lui ai-je dit, tandis que les peines criminelles, la restitution financière et les limites personnelles fermes appartenaient entièrement au domaine de la loi et de la responsabilité.
Le facteur a déposé une épaisse enveloppe en manille sur mon bureau en bois un mardi après-midi tranquille. L'adresse de l'expéditeur indiquait qu'elle venait directement de la division de restitution civile administrée par le tribunal. À l'intérieur reposait un seul chèque de l'entreprise, représentant le tout premier paiement de restitution obligatoire de ma sœur. Le montant numérique était remarquablement petit, tombant incroyablement loin de remplacer tout ce qu'elle avait systématiquement volé pendant 18 mois. Il n'y avait aucune note de remords manuscrite glissée dans l'enveloppe, aucune excuse larmoyante, et aucun plaidoyer de compréhension. J'ai pris le chèque, je suis sorti de mon bureau privé et j'ai remis le papier directement à notre service financier pour qu'il soit déposé directement dans notre fonds de réserve de recouvrement pour les employés. Je n'ai pas renvoyé l'argent par culpabilité déplacée, et je n'ai pas laissé la petite somme rouvrir de vieilles blessures. Debout près de la fenêtre de la salle de conférence, j'ai repensé au lustre scintillant du manoir Bellwether et aux morceaux de métal froid qui avaient glissé sur le sol en pierre. Ce bouquet volant avait exposé bien plus qu'une pièce cachée pleine de boîtes cadeaux volées. Il avait brisé le rôle épuisant que j'avais volontairement joué pendant des décennies, me forçant à arrêter de nettoyer des dégâts que je n'avais pas créés. Le premier paiement était petit, et il ne réparait certainement pas tout ce qu'elle avait pris, mais pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas renvoyé. Je ne maintenais plus ma famille unie. Je refusais enfin de les laisser me détruire. Quand vous passez toute votre vie à agir comme l'amortisseur des erreurs de tout le monde, vous finissez par réaliser que rattraper les gens quand ils tombent n'est pas toujours un acte d'amour. Parfois, c'est juste la chose qui les maintient sur un chemin destructeur. Nous croyons souvent que la loyauté signifie couvrir les fissures, lisser les vérités désordonnées, et protéger les membres de la famille du lourd poids de leurs propres choix terribles. Mais la vraie protection ne signifie pas laisser quelqu'un détruire la vie de personnes innocentes juste pour sauver les apparences. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un de son sentiment de droit par amour, et vous ne pouvez certainement pas réparer une boussole morale brisée en redessinant les papiers dans son dos. Lorsque vous cachez le premier vol d'un membre de votre famille, vous ne le sauvez pas. Vous ne faites que lui apprendre que les règles sont flexibles, et que quelqu'un d'autre paiera toujours le prix de son confort. Les limites ne sont pas construites pour punir les gens que nous aimons, mais pour protéger notre propre intégrité et le bien-être de ceux qui dépendent de notre honnêteté. Lâcher la fausse responsabilité de réparer chaque catastrophe familiale est terrifiant, mais c'est le seul moyen d'arrêter de porter un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. Vous êtes-vous déjà retrouvé à couvrir les erreurs de quelqu'un juste pour maintenir la paix, pour finalement réaliser que vous l'aidiez à causer encore plus de tort ? Et comment avez-vous finalement décidé de déposer ce lourd fardeau ?